d'être parmi vous. Je vous remercie de l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir commencer mon vendredi avec vous. Bon, entre deux, je vous avoue, c'est une parenthèse un peu enchantée, puisque je sors de la commission spéciale sur la loi Macron dans la nuit d'avant, la journée d'hier. On parle de choses assez éloignées de ce dont on va parler ce matin, encore que ce serait pas mal aussi de parler de bienveillance dans l'entreprise, mais pas simplement pour soigner l'anxiété des chefs d'entreprise, mais ça c'est un autre débat. Et j'enchaînerai, c'est pour ça que je m'en irai, mais on a un débat important ce matin à l'Assemblée nationale sur la question de la prostitution. Rien à voir non plus avec l'éducation nationale, donc je vous rassure, et pour les deux sujets, et j'irai donc participer au débat. Bon, en quelques mots, je vais vous dire comment je perçois la question de l'évaluation aujourd'hui et la manière dont elle peut à nouveau s'inscrire dans l'agenda politique. Comme toujours sur ces sujets, c'est le politique qui flanche. Sur l'évaluation, c'est le politique qui a sans doute un peu flanché, là où la question de l'évaluation n'a jamais été dissociée aux yeux des inspirateurs de la loi sur la refondation de l'école, de la réforme du collège, de la formation, la nouvelle formation des enseignants et de la formation continue également, des nouveaux temps scolaires, de la refonte des programmes et du nouveau socle qui a été travaillé par le CSP. Et une référence est faite dans la loi de refondation à la question de l'évaluation, et notamment de ce mot dont j'ai découvert qu'il était sulfureux, celui de la bienveillance. Sulfureux, pourquoi? Parce que quand je suis devenu ministre de l'Éducation nationale, j'ai souhaité assez rapidement, c'est prémonitoire, mettre la question de l'évaluation en discussion et de la mettre, essayer de poser le débat sous une forme qui soit une forme qui nous permette d'échapper à un certain nombre de figures imposées, qui veuillent qu'aujourd'hui, dès lors que l'on parle d'évaluation, on se lève des cortèges de personnes avec une opinion assez tranchée sur le sujet pour considérer qu'il est nécessaire en quelque sorte de perpétuer le système tel qu'il est. Quand je dis des gens avec un avis très tranché, un peu comme... J'aime bien cette phrase de Georges Clemenceau qui disait « il sait tout mais rien d'autre ». Beaucoup de gens qui savaient tout mais rien d'autre, et qui me disaient, m'ont dit quand on a parlé de la conférence nationale de consensus au départ sur la question de l'évaluation, m'ont dit « mais attendez, qu'allez-vous faire du CNESCO, vous êtes en train de torpiller le CSP, avez-vous demandé à l'inspection générale, mais qu'en pensent les syndicats, etc. etc. » Donc, toutes choses assez habituelles, au ministère de l'Éducation nationale, et avec lesquelles il faut savoir composer et travailler. Mais nous avons essayé d'avancer sur cette question, et je regrette, je le dis, ce sera le seul mot pas désagréable, mais je regrette que les conclusions du jury qui avait s'était réunis autour d'Étienne Klein n'ont pas été enterrées, parce que je ne pense pas que ces conclusions soient enterrées, mais qu'en clair, on a décidé de prendre du temps, et que la question de la réforme de l'évaluation est forcément, qui posera tôt ou tard la question du DNP comme du bac, soit reportée à plus tard. Alors, reconnaissons que les conclusions du jury ont souffert d'un contexte qui était celui des attentats du début de l'année. Les attentats du début de l'année qui ont évidemment ému tous les Français, mais ont immédiatement finalement une conséquence pour ce qui concernait le débat sur l'éducation nationale, qui était de dire qu'il ne fallait sans doute pas ouvrir le débat d'une évaluation bienveillante à un moment où il y avait une demande d'ordre. Je fais rapidement, mais grossièrement, je pense que l'arbitrage, il a été à peu près celui-là. Il y avait une demande d'ordre et la question donc de l'évaluation, de la bienveillance dans l'évaluation, était peut-être pas opportune à ce moment-là. Bon, résultat, on en reparlera sans doute plus tard, je veux dire plus tard dans l'agenda politique, je le souhaite, parce que je crois que dès lors que le nouveau socle sera arrêté définitivement, il est indispensable évidemment que l'on pose la question de l'évaluation, sauf à passer à côté de l'ambition qui était la nôtre, qui était de repenser les programmes, de repenser le socle, de repenser les temps scolaires,
mais aussi évidemment l'évaluation qui accompagne la maîtrise des compétences, des connaissances. Je pense voilà, qu'il y a quelque chose de tout à fait indissociable. Après, quelques commentaires. Je disais que le mot bienveillance est sulfureux. Ça a été ma grande découverte de voir à quel point, et c'est ma grande erreur de communication d'ailleurs, pourtant Marilyn Baumard à l'époque m'avait prévenu, elle m'avait dit il ne faut pas dire ça, j'aurais dû écouter le monde, et plutôt que ceux qui m'entouraient. Et quand j'ai prononcé le mot d'évaluation bienveillante, je me souviens à la conférence de presse à Grenelle, immédiatement, c'était la fin des notes. Et donc la fin des notes, tempête exactement dans les mêmes cercles que qui sont ceux qui aujourd'hui s'opposent à la réforme du collège, en partie. En tout cas, on en trouvait, je pardon de cet anglicisme, mais usual suspect, toujours à peu près les mêmes personnes, et qui ont très rapidement considéré que ce débat était assez inopportun dès lors qu'on allait remettre en cause un mécanisme de sélection des élites qui malgré tout avait du bon, qui permettait de sélectionner quand même dans une génération quelques héros qui servent la propagande d'un système qui pourtant reproduit les élites et alimente la reproduction sociale. Et j'ai très vite compris que ce sujet-là était effectivement un sujet compliqué. À mes yeux cependant, s'il devait y avoir quelques priorités pour qu'on bâtisse demain une évaluation véritablement au service des apprentissages des élèves, utile aux élèves eux-mêmes, pour qu'ils comprennent ce qui est attendu d'eux, les progrès qu'ils ont accomplis, les progrès qui restent à accomplir, qu'on ne stigmatise pas seulement leurs lacunes, qu'on ne les stérilise pas dans leur progression, utile à leur famille pour qu'elles comprennent comment les élèves sont évalués, utile aux enseignants pour que, dans le cadre de leur liberté pédagogique, ils disposent, ils soient équipés et outillés pour évaluer correctement. Il me semble que les rendez-vous qui nous sont posés, pour commencer, sont ceux des deux examens, des deux grands rendez-vous qui achèvent et la scolarité obligatoire et le passage dans l'enseignement supérieur. C'est évidemment le DNB et le baccalauréat. Et pour moi, à y regarder de près, le DNB était vraiment l'exemple même de ce qu'il faut tout à fait faire, pour dire les choses comme je le pense. On mélange des épreuves écrites, un peu d'oral, un peu de contrôle continu, un livret qui est censé mesurer si on maîtrise les compétences du socle. Tout ça est mélangé, ça nous fait quelque chose d'à peu près incompréhensible par l'élève, la famille, et probablement qui ne permet pas, en tout cas, de vérifier correctement si, au terme de sa troisième, l'élève maîtrise véritablement le socle. Et je crois que sur cette question du DNB, je crois qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire que on a jusqu'ici pensé qu'en posant le débat sur l'évaluation, on finirait par modifier la façon dont on organise l'évaluation au terme de la scolarité obligatoire. Je pense qu'il faut la poser immédiatement. Sinon, on n'y arrivera pas, parce qu'assez naturellement, les enseignants vont évaluer leurs élèves pour les préparer au mieux à ces rendez-vous qui sont ceux importants pour eux-mêmes et pour leur famille, du DNB et du bac. Et si on ne change pas la manière dont on évalue les élèves lors du DNB et du bac, je pense qu'on aura du mal à véritablement changer les choses en profondeur dans les évaluations formatives comme dans les évaluations bilan qui sont faites à la fin de l'année ou à la fin de chaque cycle ou à l'intérieur des cycles pour les évaluations formatives. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui. On a des rendez-vous qui sont des rendez-vous importants. Moi, je veux dire que la ministre, elle est engagée dans une bataille importante, sur laquelle je pense qu'elle a raison d'être têtue, tenace, même s'il faut expliquer beaucoup dans l'éducation nationale, sur la réforme du collège. On a quelques rendez-vous budgétaires importants, parce qu'il y a la deuxième année du triennal. Vous savez, quand vous négociez un triennal, il faut toujours vérifier, parce que la deuxième année, la troisième année, à Bercy, tout redémarre à zéro. Delahaye connaît ça parfaitement comme moi, mais il faut faire attention à tout cela, parce que sans les moyens, toutes ces réformes sont quand même beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre. Mais il me semble, en tout cas, tout à l'heure je disais que c'est le politique qui a flanché, c'est pas la ministre qui a flanché sur ce sujet, mais il est clair qu'elle n'a pas été invitée à poursuivre trop vite dans la réforme de l'évaluation qui est attendue. Et je pense qu'il faudra, dans les mois à venir, l'accompagner et l'aider pour que cette réforme soit à nouveau
au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et qu'elle complète le travail qui a été fait maintenant depuis plus de 3 ans en faveur de la refondation de l'école de la République, parce que ce serait dommage que sur cette question fondamentale-là, on rate le rendez-vous qui est celui de la refondation réelle de l'école de la République. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, bravo pour votre travail. J'étais très heureux de pouvoir être à vos côtés ce matin. Florence Robine, je la retarde parce qu'elle a la conférence de presse sur le bac et que tout le temps que je parle, elle est en retard.